Bonjour et merci d'écouter Paroles d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro pour la deuxième partie d'un entretien avec la médiéviste Claude Govard. Vous retrouvez la première partie de cet entretien consacré à Jeanne d'Arc sur le site Paroles d'Histoire ou sur la chaîne YouTube. Dans la discussion qui suit, Claude Govard revient sur sa carrière en tant que femme médiéviste à l'université. Merci et très bonne écoute. Deuxième partie de l'entretien avec Claude Govard pour évoquer un parcours de médiéviste, en s'appuyant notamment sur un texte semi-autobiographique que vous avez écrit pour le livre dirigé par Yann Potin, Jean-François Sirinelli, Génération historienne. Vous évoquez votre place comme historienne étant entrée dans le monde universitaire à la fin des années 60, au début des années 1970. Oui. Je voulais vous demander d'abord si, avec le recul, vous voyez quelque chose, une lecture, un professeur, un événement qui aurait fait de vous une médiéviste ou qui aurait contribuer à faire de vous une médiéviste? Alors, il y en a deux. Il y en a deux à la Sorbonne, parce que ma vocation de médiéviste est venue tard, après avoir fait ma licence. Deux, très différents. J'étais hypétienne, c'était ce concours qu'on passait à l'époque pour gagner sa vie. On promettait de servir l'éducation nationale pendant 10 ans, et on était aidé financièrement, on avait un salaire tous les mois. C'était une sous-école normale, si vous voulez, voilà, sans le prestige. Mais on avait un professeur attitré à la Sorbonne pour une quinzaine de personnes, puisque c'était des promotions de 10. Donc, qui étaient des promotions de femmes uniquement? Ah non. Hommes et femmes. Ah oui, hommes et femmes. Parce que l'agrégation était encore séparée. Oui. Non, mais tandis que là, le concours était commun parce que c'était en fait pris parmi les premiers de la propédeutique. Vous voyez ? Donc, il y avait un concours propédeutique à la fin de la première année, et là, on prenait les premiers par secteur géographique. Donc, pour l'Île-de-France, on devait être 10, je crois. Et c'était Yves Renoir, sa dernière année, d'ailleurs, l'enseignement. Et on faisait des explications de texte, uniquement. C'était fabuleux. Voilà. Moi, j'aime les textes, j'aime les expliquer. Et il m'a laissé toute liberté. Je me souviens, j'ai expliqué le prologue de la loi Salique, c'est comme si c'était hier. Donc ça a été une première vocation qui d'ailleurs m'a fait faire une démarche auprès de lui en lui disant voilà, moi je vais passer l'agrégation féminine, il n'y a pas d'explication de documents, est-ce que je peux passer l'agrégation masculine? Comment j'ai pu avoir l'audace? Un petit côté Jeanne d'Arc quand même, j'y suis allée hardiment. Je me souviens, c'était dans le grand escalier de l'escalier C, là, je l'ai abordé, là. Il m'a dit écoutez, je sais que, je vais vous dire ce qu'il m'a dit. Vous êtes excellente en explication de texte, mais vous allez vous faire avoir. Donc non, faut pas sortir des clous. Bon, voilà. Donc ça, c'est lui. Et le deuxième, c'est un petit personnage misogyne au possible. Enfin, moi, je les ai cumulés. Misogyne au possible, Édouard Perrois. Un cours sur les paysans que j'avais accepté de transcrire pour les étudiants du GEH, c'est-à-dire le syndicat étudiant de l'époque, qui faisait des polycopiés, qui vendaient un prix très modique, mais qui demandait beaucoup de travail, parce qu'il fallait enregistrer, après... Et là, j'ai pénétré dans la terre médiévale. C'était un professeur remarquable. Très misogyne, mais remarquable. Ça s'est traduit comment pour vous, cette particularité, cette misogynie? Alors, ça s'est traduit par deux petits faits que je vais vous raconter. Donc, j'ai fait ma maîtrise avec lui, mais comme j'ai mis beaucoup de choses en avant, je m'étais mariée, donc il me dit écoutez, voilà, je vais vous faire travailler sur Saint-Martin-des-Champs parce que c'est publié, comme vous êtes mariés, ça vous permettra de vous tenir votre intérieur. Je cite, quasiment. Bon. On est en 65. Voilà, on n'est pas encore, on n'est pas après 68. Voilà. Non, on est avant 68, 65. Et puis, alors, après, donc, j'ai donc passé le CAPES et l'agrégation, et là, j'ai rencontré un autre déclic, si vous voulez, mais enfin là, j'avais décidé de toute façon un jour d'être médiéviste, mais pas forcément de faire de la recherche, vous savez. Moi, je vous dis, j'avais mis un peu la charrue avant les bœufs, je m'étais mariée, j'avais une petite fille, ce qui m'a permis d'arriver enceinte à la Sorbonne au cours de Ceston, de faire un exposé sur Cicéron et de dire « Mademoiselle, asseyez-vous », etc. Alors, grand éclat de rire dans la salle, évidemment. J'étais enceinte jusqu'aux dents, et c'était en décembre et j'ai dû accoucher en janvier, vous voyez, donc c'était quand même un peu compliqué de me prendre pour une demoiselle, mais bon, peu importe. À l'époque, c'est très drôle. Et
Donc après l'agrégation, ou plus exactement entre l'écrit et l'oral de l'agrégation, j'ai été recrutée par Jean Favier. Qui présidait le jury? Non, pas Non. du tout. Ah. Qui devait savoir quelles étaient mes notes d'écrit. Ça, j'ai compris ça en étant présidente du jury beaucoup plus tard. Et qui m'a dit, voilà, moi je vous ai entendu faire un exposé, j'ai un poste, bientôt, mais en attendant, je voudrais quelqu'un pour faire des cours. Est-ce que vous pouvez venir, etc. Alors j'ai été ahuri. Vous imaginez entre l'écrit et l'oral, dans la bibliothèque de la Sorbonne. Il me regarde et puis il me fait, mais Claude Govard, un poste dans l'enseignement supérieur, ça ne se refuse pas. Vous vous rendez compte? Dans la conjoncture actuelle, ce que devraient penser les jeunes qui sont en mal de poste. À l'époque, il y avait personne. Alors Jean Favier, un grand monsieur, alors il est allé voir Perrois, qui a eu cette phrase superbe, ça fera une excellente assistante de province. Superbe, hein? L'agrégation, c'est 1967. Oui. Vous intégrez ensuite la Sorbonne, qui n'est plus tout à fait la Sorbonne, enfin qui éclate Oui. après 68. Alors j'étais à Rouen d'abord. À Rouen et ensuite à Très Paris. vite, à Paris, oui. Et du coup, ça correspond aussi à un moment que vous décrivez dans le texte, un petit peu d'un appel d'air aussi bien, on va dire, générationnel, parce qu'effectivement, il y a des gros recrutements, parce que voilà, les événements ont fait que on repense quand même un peu l'université, la massification de l'enseignement supérieur, il y a beaucoup de recrutements, et aussi beaucoup plus, pas beaucoup encore, mais beaucoup plus de recrutement féminin. Oui. Alors, on peut dire qu'à ce moment-là, l'université s'est vraiment ouverte aux femmes. Parce que, comme je le dis toujours, ils avaient épuisé le stock d'hommes, correct. Alors quand même, là, il y a un niveau, il faut quand même prélever. Alors, ils se sont pensés peut-être que les femmes pourraient être utiles. Donc, il y a eu effectivement des femmes. Il y a eu Elisabeth Mornay, il y a eu Françoise Michaud, et puis moi-même. Donc voilà, on est rentré à plusieurs femmes, avec une génération d'hommes aussi, Genet, Kaplan, voilà, qui sont devenus bien sûr des amis, Paul Benoît, toute la petite cohorte qui va devenir celle de Paris, hein, voilà. Quelle enseignante de TD était Claude Govard? Sévère. J'ai entendu dire que vous laissiez rentrer les retardataires seulement s'ils répondaient à des questions, s'ils savaient répondre à des questions de cours. Oh, ça c'est la légende. Non, j'avais horreur qu'on m'interrompe. Voilà. J'avais horreur d'être interrompue. Donc je me souviens avoir... j'arrêtais mes cours. J'arrêtais là où j'en étais quand il y avait des retardataires et j'attendais qu'ils s'assoient et je faisais une réflexion. Non, mais je posais pas je posais pas de questions. J'étais sévère, oui, je pense, oui. Vous avez aimé enseigner? Rigoureuse surtout. Vous avez aimé enseigner? Ah oui, beaucoup. Ça a été ma vie, ça. Transmettre, voilà. Plus qu'enseigner même, c'est transmettre. Transmettre, faire comprendre, se mettre au niveau de votre auditoire. J'ai enseigné donc à Rouen, c'était pas le même public qu'à la Sorbonne. La Sorbonne, il y avait un monde. C'était, ils étaient assis par terre. Et, pendant les télés. Et, oui, transmettre et puis, faire partager ma passion, quoi. Faire partager ma passion, pas seulement pour le Moyen-Âge, mais pour l'histoire en général. Parce que je pense que quand on disait, oui, il y a des méthodes en histoire médiévale, il y a des méthodes en histoire ancienne, oui, à la périphérie. Mais l'explication de documents, c'est la même chose. Au moment où vous passez l'agrégation, au moment où vous commencez votre carrière ensuite universitaire, quels sont les médiévistes que vous avez lus? Quels sont un peu les points d'appui au cours de vos études que vous avez rencontrés? On pense peut-être à Marc Bloch, mais je ne sais pas justement s'il était si lu que ça dans ces années 1960. Quel est un peu le paysage de vos lectures? Alors, si vous voulez, moi j'ai eu la chance à la Sorbonne d'avoir un excellent maître de conférence qui était Charles Bourrel de la Goncière, et qui m'avait donné comme exposé à faire les comptes rendus de Marc Bloch dans les Annales. Vous voyez le niveau quand même, hein, déjà. Hein, c'était quand même, on était en licence. Hein, et ça m'avait ouvert des horizons, si vous voulez. Ça, plus le cours justement de Perrois dont je parlais tout à l'heure, ça m'avait vraiment ouvert des horizons. Et là, je pense que, bon, si vous dans mes lectures, c'est incontestablement, oui, Marc Bloch. Je crois que, et même encore, hein, même s'il y a des choses fausses.
D'abord parce que il y a l'écriture aussi. Et pour moi, un bon historien, il doit savoir écrire, quoi. Il doit vous emporter par l'écriture. Et c'est un littéraire aussi, en même temps qu'un scientifique. Donc, incontestablement, Marc Bloch m'a beaucoup marqué. Et puis, j'ai très vite, alors, aussi regardé du côté de l'anthropologie. Qu'est-ce qui vous a amené à ça? Ah, ça c'est compliqué. Ça c'est compliqué parce que c'est aussi, alors mon choix de thèse. Mon choix de thèse a été difficile. Parce que j'avais été recrutée par Jean Favier. L'histoire financière, c'était totalement étranger à ma façon de penser et à mes compétences, même si j'avais fait un bac de maths. C'était totalement ahurissant pour moi. Je l'avais prévenu. Vous ferez ce que vous voudrez. Bon, vous ferez ce que vous voudrez dans l'enseignement supérieur, ça vous savez bien que c'est pas tout à fait juste. Et puis à ce moment-là, Jean-Philippe, qui est un grand ami, m'a dit, tu sais, Claude, il se passe quelque chose à la Sorbonne. Il y a un séminaire qu'il faut pas que tu rates. C'est celui de Bernard Guenet. Alors les séminaires à la Sorbonne, c'était pas fréquent. Il y en avait très peu. C'était une autre façon, si vous voulez, d'encadrer la recherche. Donc j'ai suivi le séminaire de Bernard Guenet, et c'est l'époque où il écrivait, il terminait sa nouvelle Clio sur la France, les États, dont bien des chapitres n'ont pas pris une ride. J'ai été emballée. Et je me suis dit, moi je veux travailler sur les idées politiques. Parce que si j'avais pas fait du Moyen-Âge, j'aurais travaillé sur les socialistes utopiques, au 19e. Vous voyez? Bon. Donc les idées, ça m'intéressait. Et puis, bon, par des circonstances que j'ai pas toujours même encore bien comprises maintenant, Jacques Crinen travaillait sur les idées politiques du règne de Charles VI, mais je le savais pas. Guenet ne le savait pas quand il m'a donné ce sujet d'abord. C'est le premier sujet qu'il m'a donné. Et Colette Beaune travaillait sur La Nation France, son livre, mais qui était normalement sur la fin du Moyen-Âge, mais elle avait tout englobé. Donc c'était compliqué. C'était compliqué de se retrouver à chevaucher. Bon, c'était pas mon. Et puis les idées pour elles-mêmes, c'est pas mon sujet. Et c'est là où effectivement, il y a eu un cours d'anthropologie à la Sorbonne avec Altan Gökalp et Guénebé en personne qui venait faire cours. Et j'ai été emballée. Et je me suis dit, voilà ma voie. Donc j'ai cherché. Et j'ai lu, à ce moment-là, le livre de Vaultier sur le folklore pendant la guerre de 100 ans. J'ai travaillé avec le musée des arts et traditions populaires, vous voyez, qui avait de l'allure à l'époque. Hein. Et je me suis dit, ça c'est ma voie, ça il faut que... Parce que je retrouvais peut-être aussi des éléments de mon enfance dans la Creuse, dans un milieu paysan pauvre. Et c'est ça qui m'a conduite vers les lettres de rémission. C'est le livre de Vaultier qui est fondé sur les lettres de rémission. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette source? Alors, j'ai commencé à les aborder en me disant, là, je vais trouver du politique. Voilà. Non. Oui, il y a du politique. Mais pas le politique qu'on pense seulement. Pas la conjoncture de savoir qui était Bourguignon, qui était Armagnac, etc. Oui, c'est intéressant, ça, hein. Qui s'est révolté ou qui ne s'est pas révolté, oui, bien sûr. Mais surtout, la structure politique du pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de gracier, de restituer la fama, dont je parlais tout à l'heure à propos de Jeanne d'Arc. Et c'est ça, et c'est là-dessus que j'ai fait ma thèse. Alors une thèse, vous savez, c'est long, une thèse d'État, hein, à l'époque, c'est 14-15 ans de travail, quoi. Voilà. Donc, mais j'ai mis du temps, mais je ne regrette rien parce que je pense que j'aurais pas écrit la même chose, quoi. Pour revenir un instant sur le paysage historiographique, oui. Quelle était la place qu'avait Georges Duby et son travail qui était déjà important, hein. Il l'avait déjà publié notamment sur Guerriers et paysans, les Trois ordres, c'est dans ces années, oui. Fin des années 60, début des années 70 que certains de ces grands livres paraissent. C'est en même temps pas exactement la période qui vous intéresse, donc comment vous regardiez cette œuvre? Alors, ça, c'est très intéressant comme question parce que moi, j'avais découvert Duby à travers le cours de Perrois sur les paysans, parce qu'il avait déjà mis, c'est ça qui était très bien chez lui, il mettait, si vous voulez, à la portée des étudiants de licence, les grandes thèses nouvelles, dont celle de Duby sur le Mâconnais. Alors, donc j'avais lu
le Mâconnais. J'avais lu le Mâconnais, et quand on est médiéviste, on n'est pas spécialiste uniquement du 14e, 15e siècle. Hein. On comprend rien si on sait pas ce que c'est qu'une seigneurie, hein, quand même. Il y a quand même, et ce que c'est que l'église. Oui, non, ça c'est, comme je disais à mes étudiants, si vous n'êtes jamais rentré dans une cathédrale, et si vous n'avez jamais vu le socle d'une charrue, eh ben, vous pouvez pas être médiéviste, quoi. Bon. Alors, Duby, il a été nommé au Collège de France, et j'ai même travaillé avec lui, puisque quand Guenet est parti aux États-Unis pendant 6 mois, c'est Duby qui l'a remplacé, et je lui ai servi d'assistante à l'époque. Alors, Georges Duby a fait appel à moi plusieurs fois, pour différentes raisons sur lesquelles, il avait sa petite fille, il avait une thèse celle de Rossio, à laquelle il était à ce moment-là hospitalisé, donc il m'a demandé, mais ça j'étais prof à ce moment-là déjà. Voilà. Donc, Duby, j'ai eu des rapports avec lui, et je crois qu'il a beaucoup apprécié le Grâce et spécial. Ça, je le sais. Bon, alors, quand j'étais plus jeune, encore toute petite, il y avait donc le cours au Collège de France. J'y suis allée plusieurs fois. C'était une cour. Et j'aime pas ça. Alors, c'était génial d'écouter Duby. Mais alors, de voir, si vous voulez, des gens d'une très grande qualité intellectuelle, j'allais dire presque assujettis, mais le mot est un peu fort, mais disons, souhaitant être vus par le maître. J'ai jamais beaucoup apprécié. Donc, j'ai gardé ma liberté, et puis j'ai préféré aller au séminaire de Le Goff, pas le grand séminaire, là aussi, très fréquenté, le petit séminaire du vendredi après-midi sur la méthodologie, où on était une quinzaine. Parce que Le Goff avait une générosité d'un grand professeur. Voilà. Duby était plus froid. Cette générosité, vous en parlez à un moment dans le texte en disant que vous avez assez tôt publié dans les Annales un article justement inspiré des questionnements anthropologiques qui étaient en vogue à ce moment-là, notamment avec Schmitt, Le Goff sur le charivari. Hein, c'est un de vos premiers articles dans les Annales. Tout à fait. C'est lui il est venu m'écouter. Il m'a dit, moi je prends ça tout de suite dans les Annales. C'était extraordinaire. Non, Le Goff, c'est mais la générosité des idées. Alors, comme je dis toujours, Le Goff, il avait une idée tous les quarts d'heure. Alors après, il fallait trier. Mais il les donnait, ces idées, vous comprenez? Moi, c'est comme ça qu'on conçoit le métier d'enseignant. Toujours sur ce paysage historiographique, mais cette fois sur votre période de prédilection, telle qu'elle est devenue, en tout cas les 14e, 15e siècles. Oui. Il y a eu longtemps un livre qui a été marquant, le livre de Huizinga, sur l'automne du Moyen-Âge. Et je me demande, au moment où vous avez commencé à travailler, quel était encore le poids de ces représentations, le poids de cette vision sombre des 14e, 15e siècles. On peut aussi penser à Delumeau par la suite, hein, qui, sur un autre versant, avait aussi insisté sur les difficultés, sur la peur, etc. Bien sûr, Quel était le poids de cet imaginaire au moment où vous avez commencé à travailler? Je pense que c'était un poids très fort. Avec des choses très justes, parce que c'est vrai que s'appuyant surtout sur la littérature en plus, il touchait aux extrêmes. Hein? Le sang et la rose, quoi. Hein? Il emploie ces termes. Et je crois que c'est vrai, cela. Mais encore faut-il, justement, passer outre. C'est-à-dire se demander comment cette société a tenu. Oui, les catastrophes existent, mais les catastrophes ne détruisent pas une société. Voilà. Et même elle se construit, se construit même par certains côtés. Tout à fait. Elle se renforce. Et en particulier même en matière étatique et politique, par conséquent. Et ça, donc, si vous voulez, d'une certaine façon, mon travail, c'est le contre-pied du Huizinga, par certains côtés. Mais en même temps, il faut tenir compte de ces extrêmes. Il faut tenir compte de ces extrêmes, de cette espèce d'expression à fleur de peau, hein, dont il faut décoder qu'il faut décoder. Alors, j'ai donc beaucoup après, à partir de Huizinga aussi, réfléchi à la violence. Parce que pour Huizinga, l'homme est violent, sanguinaire, etc. Hein, alors on a encore des écrits dans le dernier livre paru sous la direction de Florian Mazel. On a un article sur la violence où on dit que l'homme médiéval a le sang chaud. Ça, je supporte pas. Vous voyez, c'est de l'historiographie archi récente. Autrement dit, j'ai l'impression d'avoir prêché dans le désert. Il a le sang chaud, oui, peut-être, si on prend ça au pied, enfin,
comme une image pour dire qu'il peut passer aux extrêmes. Mais pourquoi est-ce qu'il passe aux extrêmes? Quelles sont les valeurs qu'il défend? Est-ce que c'est uniquement parce que il est en manque de viande ou qu'il a bu trop de vin? Ces explications sont quand même un peu légères. Vous avez parlé de cette thèse longue à élaborer, longue à rechercher, évidemment, à écrire. Vous la faites aussi à un moment où l'informatique est en train de faire son irruption d'une manière forte dans les méthodes, dans le travail des enseignants. Vous avez parlé de Jean-Philippe Jeunet tout à l'heure, qui a joué un rôle aussi là-dedans. Vous citez dans le texte Hélène Millet, qui a travaillé avec vous pour faire ça. Est-ce que vous pouvez dire un mot? Parce que je pense que pour ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont l'habitude d'avoir leur ordinateur portable avec des logiciels incroyablement puissants pour faire des tris, des analyses en un claquement de doigts, on se représente peut-être pas ce que ça représentait. Alors, vous avez raison de poser cette question, parce que j'ai eu longtemps dans ma cave les cartes perforées qui ont servi à établir le côté quantifié de la thèse, puisque tout est passé au crible du quantitatif. Donc, voilà comment ça se passait. Je lisais le texte de la lettre de rémission, puis je procédais à un codage préparé à l'avance. Si vous voulez, c'est quand même, et c'est ça qui est important, c'est le codage, c'est les questions posées. Donc c'est là où l'intelligence de l'homme est prioritaire quand même. On pose pas n'importe quelle question. Mais il vaut mieux bien coder avant, bien avoir réfléchi à son codage, avant de se lancer dans le dépouillement, parce qu'en cours de route, on peut plus. J'ai mis 2 ans ou 3 ans à mettre au point à élaborer le codage. Le questionnaire. Ah oui, à élaborer le questionnaire. Et là, les étudiants m'ont aidé. Et là, Bernard Guenet m'a laissé carte blanche. Il m'a dit voilà, il y a des maîtrises il y a des gens qui en maîtrise qui veulent travailler avec moi. Si vous voulez les prendre en charge, alors que j'étais assistant, enfin maître de conférence. J'ai donc donné des lettres de rémission et on a codé et on a vu les avantages, les inconvénients revenus sur le questionnement. Donc, est-ce que pour élaborer ce questionnement, vous avez aussi regardé du côté des grands travaux d'histoire quantitative, on va dire un peu de l'école française, des modernistes notamment, oui. Goubert, Chenu, Vauvel, etc., qui avaient énormément produit. Est-ce que vous êtes allé voir ces travaux-là? Absolument. Alors ça c'est merci de cette question, parce que je dis toujours que le médiéviste ne peut pas se cantonner à sa propre spécialité. On est historien et il faut regarder ce qui se fait ailleurs. Moi, j'ai regardé Chenu, bien sûr. Chenu et son école. Et puis, les Castans aussi. Qui ont travaillé sur justement l'honneur dans les pays au sud du Massif central. Et puis j'ai regardé aussi éventuellement même quelques antiquisants, en particulier pour l'anthropologie. Donc non, il faut pas se fermer. Et ce que je reproche un petit peu à la génération actuelle, c'est que ils sont tellement, mais c'est pas de leur faute. On leur demande tellement de faire cette thèse en un laps de temps très court, ils n'ont pas le temps de mettre ça en perspective. Or, c'est la perspective qui ouvre les horizons. Donc, j'ai effectivement beaucoup travaillé avec les autres, si je veux dire, et le quantitatif, je l'ai fait dans le cadre du laboratoire de médiévistique occidentale de Paris, où on a eu les moyens à Paris 1 d'avoir des dames, c'était des dames, qui avec les aiguilles perforées répondaient à mon codage sur des fiches perforées. Puis ensuite, tout ça a été mis dans l'ordinateur central à Saclay, et ça c'est assez écœurant. Vous avez travaillé pendant des années et des années, et le gros machin là de Saclay, qu'est-ce qu'il fait? Il vous sort des listings en une journée, quoi. Voilà. Bon, j'ai quand même, il y a des tris croisés, il y a des analyses factorielles. J'ai même suivi des cours d'informatique pour les analyses factorielles. Je suis pas sûr que ça ait été très efficace dans ma tête, mais enfin quand même, ça m'a au moins permis de comprendre qu'il fallait peser. L'analyse factorielle, c'est des pesées en fait. Et tout ça s'est fait dans le cadre effectivement impulsé par Jean-Philippe Jeunet, qui a été là-dessus un initiateur formidable pour la médiévistique.
Oui, c'est un point historiographique. Je pense qu'il y aurait une histoire à écrire de l'histoire quantitative en général, parce qu'en plus, il y a deux âges. Il y a ce premier âge chonu, on va dire, et puis un deuxième âge, aujourd'hui, de la revue Histoire et Mesure, et de tout ce qui est né aussi avec les transformations du matériel et des logiciels. Et c'est une histoire à part entière. Et là, vous êtes un peu à la jonction, finalement, de ces deux moments, hein, l'héritage antérieur, et puis un aboutissement, puisque la thèse, c'est 1989, à un moment où le questionnement et même les outils se sont déjà un petit peu transformés. Ils se sont transformés, et du coup, il fallait, pour sauver, comment on fait? Ça a été très compliqué. J'ai passé plusieurs jours à l'EHESS, dans le sous-sol, pour essayer de transformer mes données qui étaient devenues des SBET, sur des supports des SBET, pour les passer, pour qu'on puisse les conserver. Mais vous savez, c'est très déprimant. Les listings, ils sont presque illisibles. Ça s'efface. C'est triste. Plus que les parchemins. Oui, plus que les parchemins. La thèse, donc soutenue en 1989, dans le jury, il y a André Vaucher, Philippe Contamine, Jean-Marie Carbas, Fossier. C'est Bernard Guenet, mais c'est aussi un paysage des médiévistes importants de ce moment-là, aussi bien sur la spiritualité, Vaucher, que sur la guerre, Contamine. Ça dit quelque chose aussi de qui étaient les grands médiévistes de ce moment-là. Oui, je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ces gens-là au jury. Philippe Contamine était très malade, il avait la grippe, mais il est venu quand même, parce qu'il m'a dit non, on ne pouvait pas retarder cette soutenance, c'était pas possible. Il y avait alors Bernard Guenet était hésitant, parce que moi je lui dis écoutez, il faut un historien du droit, quoi. Et j'avais rencontré Jean-Marie Carbas plusieurs fois, qui était très ouvert à tout ce que je faisais et qui savait lire des archives. Parce que les historiens du droit, parfois, ne lisent pas les archives. Là, c'était pas le cas. Donc, c'est le grand spécialiste de l'histoire criminelle, et de la procédure criminelle. Donc, j'avais vraiment beaucoup de chance, et ce jury m'a beaucoup apporté, c'est sûr. En même temps, si vous voulez, j'étais déjà connue, j'étais déjà presque adoubée à l'époque. Là oui, aussi, parce que c'est un rythme de thèse un peu différent de celui que suivent les carrières actuelles, où c'est même les HDR. Voilà. Voyez, même les HDR, ça n'a rien à voir. Voyez, à l'époque, on savait qu'il y avait une soutenance. Il y avait une thèse d'État qui était soutenue. J'ai soutenu dans l'amphi Lefebvre, qui était archi plein. Enfin, faut dire que les étudiants s'étaient bien chargés d'aller passer la cloche pour faire venir du monde. Mais il y avait Jacques Le Goff qui était Jacques Le Goff était là. Enfin on savait que c'était une thèse qui allait faire un peu date, et donc il y avait beaucoup de monde, et je savais que j'allais avoir un poste. Dans la thèse, parmi les résultats, on ne va pas évidemment revenir en entier dessus. Je signale d'ailleurs à celles qui nous écoutent que elle est en ligne sur Open Edition Books, et donc on peut consulter la version électronique et avec beaucoup de profit. Dans la thèse, vous avez notamment montré une chose, là encore, qui par rapport au paysage de l'époque détonnait, c'est que l'opposition entre le nord et le sud du royaume était postulée en quelque sorte. Et là, on se rend compte que les crimes, les homicides, les violences se répartissent de manière égale. Tout à fait. Et que la Flandre, pour ne prendre qu'un exemple très au nord, a un code de l'honneur aussi fort que les pays méditerranéens. Donc, ça fait réfléchir sur l'opposition entre le nord et le sud. Et je n'ai toujours pas résolu ce problème. Je pense que je n'arriverai pas à le résoudre. Et je ne suis pas sûre qu'on arrive à le résoudre. À quel moment, si vous voulez, cette vertu d'honneur se réfugie dans le sud? Est-ce que c'est un effet de source? Est-ce que c'est une transformation de l'honneur qui serait restée à l'état plus pur sur le pourtour méditerranéen? Je ne sais pas. Je ne sais pas, et là justement je viens juste de faire un compte-rendu sur un livre qui ne tient absolument pas compte sur la violence en Méditerranée et les femmes, qui ne tient absolument pas compte des travaux sur le Nord, parce qu'il est écrit en langue anglaise et que très souvent ils ne lisent pas ni le français, ni l'allemand, ni l'italien. Donc, voilà. Mais il n'y a pas d'entité, il n'y a pas d'identité. Il n'y a pas d'identité méditerranéenne à cette époque encore. On n'est pas dans le Rif de Bourdieu, si vous voulez, voyez.
Hein, c'est encore, et d'ailleurs les textes le disent eux-mêmes, que les Flamands sont justement très pointilleux sur la vengeance et sur l'honneur. En parlant de ça, est-ce que y a des historiens de langue anglaise, allemande, voilà, qui ont compté aussi dans la construction de vos objets de recherche, dans votre parcours? Ah oui, du point de vue anglais, enfin de langue anglaise, plus exactement, parce qu'il y en a un qui est américain, c'est Stephen White, et pourtant c'est le XIe siècle, mais qui a travaillé beaucoup sur la médiation, sur la paix entre et la vengeance. Donc Stephen White a été très important pour moi dans la lecture. Et puis il y a Peter Lewis, avec toute sa finesse sur la vie politique française. Je pense que ça a été très 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 important. Et puis j'ai rencontré pas mal d'Allemands de ma génération à moi. Hein, voilà, on a beaucoup travaillé grâce à Nathalie Bulst d'ailleurs, dans des rencontres internationales. Et puis à Werner Paravicini, qui quand il était directeur de l'Institut historique allemand, a beaucoup fait pour rapprocher, hein, si vous voulez, les historiographies. Puis des Italiens aussi, hein, les Italiens, André Azori, avec qui j'ai travaillé, mais c'est ma génération, vous voyez. J'allais vous demander justement, est-ce que vous avez perçu à un moment un basculement, on va dire, vers l'internationalisation? On sait que c'est notamment les années 1980 où il y a eu de plus en plus de voyages qui ont été possibles, des professeurs français qui sont allés faire des cours. Vous avez parlé tout à l'heure de Guéné, parti aux États-Unis. C'est quelque chose qui était relativement neuf, une historiographie qui a été longtemps pas totalement franco-centrée, parce qu'il y a toujours eu un dialogue avec l'Allemagne en particulier, oui, mais quand même qui était moins ouverte. Et il y avait encore des gens qui pouvaient écrire des livres et faire des thèses avec des bibliographies quasiment entièrement francophone, jusque dans les années 70, même 80. C'est évidemment beaucoup moins vrai aujourd'hui. Est-ce que vous l'avez vécu, ce basculement-là? Moi, je l'ai vécu de l'intérieur, si je peux dire. J'ai eu la chance d'être recruté à l'Institut universitaire de France. J'ai donc eu de l'argent. Et j'y étais 10 ans. J'ai été renouvelé. Donc ça, à partir de 97, voyez. Donc du coup, moi, j'ai pu inviter des professeurs étrangers. Et j'ai été invité à l'étranger. Je suis allé aux États-Unis 2 fois un mois. Hein, et j'ai découvert une historiographie, j'ai pas découvert, non, j'ai approfondi, on va dire, une historiographie très orientée justement vers l'anthropologie, avec dans des conditions de travail fabuleuses, et j'ai été invité, mais j'ai aussi pu inviter. Et ça, c'est l'institut universitaire, parce que ça nous donnait un peu d'argent, et mon séminaire était réputé pour être un séminaire très modestement international, hein. Parmi les grandes questions dont discutaient les médiévistes, et pas seulement les médiévistes à l'époque, il y a toute la question de l'État moderne, hein, alors d'ailleurs qui est au programme en ce moment de l'agrégation, hein, avec une question sur la construction de l'État moderne. C'est le grand projet de recherche de Jean-Philippe Genet, mais c'est aussi quelque chose qui s'est fait en parallèle de vos propres réflexions, avec cette idée que vous défendez, que la justice tient une place. Il y a évidemment la guerre et la fiscalité, mais il y a aussi la justice. Voilà, est-ce que ça a été... Ça, c'est le gros sujet. Voilà, c'est évidemment présenté de manière un peu schématique. Non, mais vous avez entièrement raison. Voilà. Est-ce que c'est un aiguillon aussi pour vos propres réflexions, le fait de participer à ça et le fait de le suivre? Ah oui, ça a été un très grand aiguillon. D'abord parce que il y a eu énormément de colloques, avec des points de rencontre, en particulier à l'École française de Rome, qui nous a accueillis pour plusieurs rencontres, dans des conditions matérielles très favorable à la pensée. Moi, je crois beaucoup, je vous l'ai dit tout à l'heure à propos de Cauchon, à propos de Charles VII et Cauchon, je crois beaucoup à la vertu des lieux. Le dépaysement lié à un colloque, pourtant j'ai pas la colloquite, hein, je pense qu'on en fait trop. Mais bon, il en faut pour pouvoir justement réfléchir comme dans une bulle. Et c'est vrai que l'État moderne est un aiguillon de ma propre recherche. Et là-dessus, on a des discussions sans fin avec Jean-Philippe Genet et d'autres, parce que pour moi, la justice reste prioritaire. Elle l'est dans les faits et symboliquement. Car la symbolique joue un rôle très important dans cette société du paraître. Bon, que le roi apparaisse comme le grand justicier, que la fontaine de justice, même s'il ne l'est pas parce qu'il y a des justices rivales,
Du moment qu'il le dit, qu'il le répète, qu'il le proclame et que l'iconographie le représente comme tel, eh bien, il y a une part, si vous voulez, de vérité qui est assénée. Et l'État moderne, justement, s'est développé même en temps de crise, et peut-être même justement à cause de la crise. Vous avez fait le choix de faire de l'histoire politique, et au départ c'était même peut-être les idées politiques, et vous dites à un moment dans ce texte que j'ai cité que ça venait de l'enfance. Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'explique? Est-ce qu'on peut... Oui, je suis une fille engagée. J'ai été engagée. Alors, ça se traduit comment? Ah, ça se traduit par... j'ai des idées, hein, tout le monde le sait. Mais j'ai été engagée, militante. J'aurais peut-être mieux fait de faire du thème latin, hein. J'étais engagée militante. Moi, il faut quand même penser que quand j'étais étudiante en prépa à Fénelon, c'était l'époque encore de la guerre d'Algérie et des derniers sursauts, des derniers de l'indépendance, 62, 63. Il y avait des manifestations. Donc, je me suis engagée contre l'OAS, évidemment, et aussi contre la torture. Donc ça fait partie de mon passé politique. Donc est-ce qu'il y a des traditions familiales également liées à ça? Vous avez parlé de la Creuse tout à l'heure, la Creuse, département rouge en 19e. Mon père était plutôt socialiste, il était un peu mou, hein. Moi, je trouve qu'il était plutôt du côté de Guy Mollet et moi beaucoup plus à gauche. Bon, ça fait partie des discussions familiales. Mais en même temps, il faut garder toujours l'esprit ouvert. Et pour moi, la vertu la plus difficile, c'est la tolérance. Faut pas oublier ça. Alors, est-ce que c'est mon éducation, pas religieuse, mais je suis allée au catéchisme, j'étais première au catéchisme. Mais le curé avait dit, qui était quelqu'un de très bien d'ailleurs, excellent élève, un peu mauvaise tête. Tout était dit, hein. Donc, la tolérance, ça, moi je le prends au sens du XVIIIe siècle, vous voyez. Finalement, quand on se lève le matin, on est tous intolérants. L'autre vous dérange. C'est compliqué d'accepter l'autre. Alors jusqu'où on peut l'accepter? Est-ce que la tolérance, c'est de supporter, effectivement, des propos racistes? Sûrement pas. Donc c'est compliqué, ça aussi. Faut toujours cette ligne de vie entre accepter l'autre, mais pas au-delà d'un certain nombre de valeurs. Voilà. Alors je suis beaucoup moins... Certains de mes élèves, qui sont beaucoup plus engagés que moi maintenant, doivent me trouver un peu raciste. Mais bon, je garde l'œil ouvert. On a parlé tout à l'heure de la misogynie d'une partie du milieu. C'est quelque chose que vous avez vécu, combattu. Oui. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'accompagner ou de participer au féminisme universitaire? Je pense, oui. Mais alors, si vous voulez, là, il faut pas se tromper non plus. Le jour de ma soutenance de thèse, j'avais demandé à Bernard Guenet de ne pas parler le fait que j'avais 3 enfants. C'était pas le sujet. C'est pas une excuse, autrement dit. Hein, c'est pas une excuse. Je préfère ce que m'avait dit Robert Fossier quand je lui ai annoncé la naissance de mon 3e. Et je lui ai dit, vous savez, ça va me retarder pour ma thèse. Il m'a dit, non, votre thèse n'en sera que meilleure. Voilà. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Donc, il faut pas surtout mettre ça en avant comme un plus ou un moins dans la carrière. Ça freine, faut le savoir. On est une femme. C'est quand même pas un homme qui porte l'enfant, donc c'est pas lui qui accouche. C'est compliqué, là aussi. Hein, bon. Mais, donc la place des femmes, on est toujours obligé. Surtout que j'étais pas normalienne, hein, donc rien ne m'était ouvert. On est toujours obligé quand même d'être toujours meilleur. Ça, c'est dur. Je dis toujours que j'ai eu de la chance de naître dans un milieu simple. Il a fallu que je me batte. D'être une femme, il a fallu que je me batte. Et se battre, pour moi, c'est... effectivement, prouver qu'on est bon. Et prouver qu'on peut aussi, non pas commander, mais, oui, diriger, éventuellement des hommes. Je l'ai expérimenté au jury de l'agrégation, quand j'ai été nommée présidente. Il n'y avait jamais eu de femme. C'est une PME, le jury. Elle s'était, parce que ça durait longtemps à l'époque. Il y avait beaucoup de postes. Ça durait 1 mois, hein, l'oral. C'est une PME. Et là, j'ai quand même eu à rectifier le tir misogyne
comment dire, trop, peut-être, trop laxiste du côté des géographes, trop rigolard du côté des historiens, ou parfois totalement stupide. J'ai été obligée de rectifier. Et de rectifier fermement. Des collègues. Oui, des collègues, oui, que je respecte, qui sont même pour certains des amis. Mais non, il y a des propos qu'on ne peut pas tenir. Et quand on me disait « Ah, elle est bien roulée celle-là », je ne répondais pas. Mais à la pause suivante, je disais oh, « Dites donc, moi j'ai eu un jeune homme, il était bien roulé. Hein. » Ça suffisait. Ils étaient suffisamment intelligents, malins et sensibles pour avoir compris. Vous avez parlé des institutions, du fait justement de diriger le jury de l'agrégation. Il y a eu le labo, le LAMOP, il y a eu la revue historique. Est-ce qu'il n'y a pas un effet de miroir entre l'historienne qui étudie des institutions et l'historienne qui se retrouve dans des institutions, parce que vous avez travaillé sur la monarchie, sur la justice, le Parlement de Paris, et là, vous vous êtes aussi retrouvé finalement dans des jeux et des enjeux institutionnels. Oui, mais j'avais jamais pensé à ça. J'avais jamais pensé que finalement l'institution m'avait rattrapé. Écoutez, j'espère que... Alors, il y a un point important. Quand on a des responsabilités, il faut les exercer, mais pas trop longtemps. Et là, vous voyez, j'arrive au terme pour la revue historique, qui n'est pas une institution, qui est un lieu de pensée et d'intelligence et le comité de lecture, c'est merveilleux. C'est merveilleux d'être avec des gens pour lesquels ça fuse. Donc, j'avais pas pensé mais je n'aime... Alors, certains pensent sans doute que j'ai couru après les postes. Je les ai pas refusés. Je n'ai, à mon avis, jamais rien demandé. Le jury d'agrégation, c'est pas moi qui l'ai demandé. On est venu me chercher. Hein. L'Institut universitaire. Bien sûr, j'ai posé ma candidature. Mais la première fois, quand on me l'a demandé de la poser, j'ai refusé parce que je venais d'être nommé à la Sorbonne et que je trouvais que c'était pas correct de faire d'entrée de jeu quelque chose. La deuxième fois, je l'ai accepté, mais on est venu me demander. On m'a dit, il faut absolument que tu poses ta candidature. Donc, j'ai pas l'impression, si vous voulez, d'avoir couru après les institutions. Mais quand j'ai eu des responsabilités, je les ai assumées. Et je répète, quand on a le pouvoir, ça, faudrait bien y réfléchir. On l'exerce. Et on peut se faire manger par le pouvoir. Et ça, j'espère. L'école doctorale, par exemple, c'était un pouvoir fabuleux. Mais, quel bonheur intellectuel. C'est ce que j'ai vu, moi. C'est pas le fait de pouvoir donner l'argent aux différents labos, etc. C'est pas, ça se faisait de façon collégiale, ça. Voilà. Non, mais au bout d'un moment, il faut lâcher. Il faut le passer à d'autres. Parce que sinon, on finirait par croire qu'on a du pouvoir, effectivement. Pour finir, est-ce que la médiéviste Claude Gauvard reste médiéviste, entre guillemets, dans le civil, c'est-à-dire en vacances, aller visiter des édifices médiévaux? Est-ce que le Moyen-Âge vous accompagne, même en dehors des périodes d'écriture, de recherche? Est-ce que c'est quelque chose qui compte? Ah oui, ça je pense que oui. Ça, il aurait fallu poser la question à ma famille. Mais sauf les châteaux. J'aime pas trop les châteaux médiévaux. Je trouve ça, oui, mais je trouve pas ça beau. En revanche, les églises, oui. Il y a un côté, si vous voulez, de mystère, qui me fait, alors là, c'est un peu du Michelet, si vous voulez, mais qui me transmet un peu quelque chose du Moyen-Âge, oui. Quand vous visitez les plus dépouillés, vous vous rendez compte, quel orgueil derrière. Quel orgueil, parce qu'il n'y a rien de plus orgueilleux que le dépouillement. Mais ça ne me quitte pas, non. J'aime, c'est vrai que je suis foncièrement, j'aime le Moyen-Âge, quoi. Vraiment, j'aime le Moyen-Âge, mais je me trouve bien. Alors, vous dire que j'aime les fêtes médiévales, non. Je suis invitée de temps en temps à des fêtes médiévales. J'y vais parce qu'il faut y être pour des raisons locales. J'ai une maison en Seine-et-Marne, avec une église d'ailleurs, dont je défends le portail actuellement, parce qu'il s'en va en petits morceaux, portail du XIIIe siècle. Mais vous voyez, je continue à militer même
au ras de la terre. Hein. Il y avait une fortification qui est rare de voir encore en vie maintenant, ce qu'on appelle une terrée, comme il y avait d'ailleurs autour de Paris sous Charles VII, hein, quand Jeanne d'Arc a tenté de prendre la ville, mais enfin avec beaucoup moins de strates. Mais tout ça, je le défends, vous voyez. C'est mon petit domaine réservé. Et là, je suis médiéviste, oui, je suis médiéviste, je crois, profondément. Pour finir, est-ce qu'il y a une représentation du Moyen-Âge en littérature ou au cinéma, par exemple, qui sonne pour vous plus juste qu'une autre ou qui vous touche d'une manière peut-être plus forte? Parce qu'il y en a beaucoup des mauvaises, évidemment. Oui, hein. Oui. Est-ce qu'il y en a? Il y en a, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. C'est plutôt, si vous voulez, alors, moins que les représentations, c'est plutôt la statuaire, le musée de Cluny qui vient de rouvrir, là, le musée du Moyen-Âge, qui est une merveille absolue. Je suis vice-présidente des Amis de Cluny, là, pour le CA, dans le CA. C'est un bonheur pour moi, parce que c'est de la beauté. C'est de la beauté quand vous regardez l'Annonciation, là, avec cette Vierge un peu, comment dire, toute tremblante, quoi. Quelle émotion. C'est plus là que les représentations, vous voyez, les BD, les films, je supporte pas très bien. Je supporte pas très bien parce que c'est pas mon Moyen-Âge à moi, ça. Voilà. Mais vous savez, je suis médiéviste, mais je suis d'abord historienne. Je vous tiens bien à le dire. Je suis historienne et avec tout ce que ça comporte d'esprit critique, je crois, et de citoyenneté. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.